Alors, je m'appelle Michel Ledoux, je suis avocat à la Cour d'appel de Paris, spécialiste en droit social, en droit de la sécurité sociale et en protection sociale. Et donc, effectivement, je m'intéresse depuis une vingtaine d'années à la santé au travail. Au départ, je suis rentré dans ce sujet par le droit de la sécurité sociale, et puis progressivement, au fil des années, et également en fonction de l'intérêt que portent nos concitoyens à ces sujets, le cabinet s'est spécialisé sur les problématiques de santé au travail, donc santé physique, santé mentale, et toutes les questions de responsabilité, responsabilité civile et responsabilité pénale. Le droit de la santé au travail en 2016 a pris une importance considérable. La santé au travail est désormais au cœur de la vie professionnelle, pour une raison simple, c'est que pendant des années, et pendant des décennies, lorsqu'il y avait une atteinte à la santé au travail, c'était souvent rattaché à la fatalité. Hein. On n'arrêtait pas de répéter qu'on ne faisait pas d'omelette sans casser des œufs, que c'était la rançon du progrès. Depuis quelques années, le corps social n'accepte plus les atteintes à la santé en général et encore moins les atteintes à la santé au travail. Lorsque survient une atteinte significative, ce n'est plus rattaché à la fatalité, mais c'est vécu comme la marque d'un véritable dysfonctionnement social. Et la société, les citoyens exigent des recherches de responsabilité. Et on va voir tout à l'heure que, en conséquence, le droit, qui est finalement le reflet de l'état d'esprit d'une société à un moment donné, a considérablement évolué et que désormais pèsent sur les entreprises notamment des obligations de plus en plus lourdes de protéger les salariés au travail. Quand on parle de responsabilité en matière de santé au travail, il faut déjà distinguer globalement entre deux grandes familles de responsabilités. On a d'un côté la responsabilité civile et de l'autre la responsabilité pénale. La responsabilité civile, à quoi ça sert? Ça permet d'indemniser les victimes. Dans tous les pays du monde, lorsqu'il y a une atteinte à la santé, eh bien on va indemniser la victime en lui versant de l'argent. Cet argent va dans les poches de la victime, on appelle ça des dommages et intérêts. Ça, c'est la responsabilité civile, et puis la responsabilité pénale, c'est notre responsabilité en tant que citoyen à l'égard des règles fondamentales du pays dans lequel on vit. Il y a des règles de vie en commun minimum, ou maximum d'ailleurs, et ces règles sont sanctionnées, le cas échéant, lorsqu'elles ne sont pas respectées par les tribunaux, et en matière de santé au travail, plus précisément par les tribunaux correctionnels. Et il y a un personnage qui est chargé d'ordonner des enquêtes, de superviser les enquêtes, et le cas échéant, de faire punir les délinquants devant les tribunaux. Cet homme s'appelle, c'est le terme générique, le procureur de la République. Alors du côté de la responsabilité civile, effectivement, les choses se résolvent sous forme de paiement de dommages et intérêts. Et alors, en matière de santé au travail, qui finance le risque accident du travail et maladie professionnelle, ce sont les employeurs. Seuls les employeurs cotisent pour indemniser les salariés victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Et les employeurs cotisent à l'URSSAF, et précisément le taux accident du travail, c'est un taux qui est calculé par les CARSAT et qui est fonction du nombre et de la gravité des accidents qui surviennent dans un établissement. Autrement dit, dans une entreprise ou dans un établissement, plus on a d'accidents du travail, et plus les accidents sont graves, plus les arrêts de travail sont longs, plus les frais médicaux sont lourds, plus les taux d'incapacité sont élevés, et bien plus le taux accident du travail augmente et plus les charges sociales augmentent. Et on comprend bien que l'objectif a été de faire le lien entre le financement et la prévention. On ne fait pas de prévention, il y a plus d'atteintes à la santé, ça coûte plus cher. On fait de la prévention, il y a moins d'atteintes à la santé, ça coûte moins cher. Donc ça, c'est la responsabilité civile et qui, au travail, je le répète, est financée par l'employeur par le biais de ses charges sociales. Quant à la responsabilité pénale, alors là, lorsqu'elle est engagée, eh bien, les responsables, que ce soit d'ailleurs l'entreprise en tant que personne morale ou les dirigeants, risquent d'être renvoyés devant un tribunal correctionnel et d'être condamnés, dans le pire des cas, à de l'emprisonnement et ou à des amendes. En matière pénale, le tribunal correctionnel va condamner l'employeur à de l'emprisonnement, alors ferme ou avec sursis la plupart du temps, et puis également à des amendes qui peuvent être extrêmement importantes, puisque par exemple, en cas d'homicide involontaire avec manquement délibéré, on risque aujourd'hui jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.
Donc on voit bien que les enjeux sont très importants. Et puis, si je parle des employeurs, des personnes morales des entreprises, hein, depuis maintenant une vingtaine d'années, il faut savoir que les personnes morales, les entreprises, en clair, sont pénalement responsables. Autrement dit, aujourd'hui, en cas de pépin, en cas d'accident, en cas d'imprudence, de négligence, on peut poursuivre les dirigeants, personnes physiques, mais on peut également poursuivre l'entreprise en tant que personne morale. Et clairement, lorsqu'on a son nom dans le journal pour une atteinte à la santé d'ailleurs ou à l'environnement, en tant que personne morale, c'est pas très bon pour les affaires, hein. Et donc ça met en péril non seulement effectivement la trésorerie de l'entreprise, mais également son image de marque. Et effectivement, depuis quelques années, on a quelques accidents significatifs. Je pense à AZF par exemple, on a des atteintes à la santé physique ou mentale qui ont mis en cause des entreprises connues. Et naturellement, ça a détérioré leur image de marque, et ce sont donc des enjeux extrêmement importants aujourd'hui. On voit bien à quel point, d'ailleurs, la prévention des risques professionnels revêt une importance considérable. Toute atteinte à la santé au travail ne constitue pas une faute inexcusable de l'employeur, hein. Lorsque survient un accident du travail ou une maladie professionnelle, lorsque le caractère professionnel est reconnu dans le régime général par la caisse primaire d'assurance maladie, la victime est indemnisée par, précisément, la caisse primaire d'assurance maladie. Bon. Par contre, lorsqu'une atteinte à la santé est due à une négligence de l'employeur, à un manquement aux règles d'hygiène et de sécurité, la victime peut invoquer la faute inexcusable de l'employeur. Alors ça se passe devant un tribunal spécial qui s'appelle le tribunal des affaires de sécurité sociale, et si la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, eh bien la victime va recevoir des dommages et intérêts complémentaires qui vont venir compléter ce que verse la caisse primaire d'assurance maladie. En 2 mots, on va lui majorer sa rente accident du travail et on va indemniser la victime d'un certain nombre de chefs de préjudice, comme les souffrances physiques, les souffrances morales, le préjudice esthétique, etc., etc. Et au final, c'est l'entreprise fautive qui paye. Autrement dit, c'est l'entreprise qui a, par sa négligence, provoqué l'atteinte à la santé, qui financera ces dommages et intérêts complémentaires. La faute inexcusable, il y a encore quelques années, obéissait à une définition très spectaculaire. Il fallait que la victime démontre une faute d'une exceptionnelle gravité. Il faut savoir que depuis le 28 février 2002, il y aura faute inexcusable de l'employeur seulement à 2 conditions. 1, lorsque l'employeur a eu conscience du danger, et qu'il n'a rien fait évidemment, qu'il a eu conscience ou qu'il aurait dû avoir conscience du danger, du fait qu'il a l'obligation de connaître les règles de sécurité. Et 2e condition, lorsque la victime démontrera que l'employeur n'a pas pris les mesures destinées à le préserver. Autrement dit, aujourd'hui, il n'est plus du tout besoin d'une faute d'une exceptionnelle gravité. Il suffit que l'employeur ait eu conscience du danger. Et je répète que l'employeur a l'obligation d'évaluer les risques, donc d'avoir conscience des dangers. Et il faut également, évidemment, que la victime démontre que l'employeur n'a rien fait, n'a pas pris les mesures destinées à le préserver. Donc ça c'est la responsabilité civile, c'est la faute inexcusable de l'employeur, et la faute inexcusable de l'employeur, ça peut coûter très cher, puisque lorsque les conséquences d'un accident ou d'une maladie sont très lourdes, les dommages et intérêts, évidemment, peuvent être extrêmement importants, et tout ça, ça peut coûter très cher à une entreprise. Bon. Maintenant, du côté de la responsabilité pénale, là, il faut que l'infraction existe, hein. Il faut par exemple, en matière d'homicide ou de blessure involontaire, homicide involontaire par exemple, c'est le fait pour un employeur, par imprudence, négligence, maladresse, inattention, manquement à une obligation de prudence et de sécurité, par exemple imposée par la loi ou le règlement, par exemple le code du travail, de provoquer la mort d'autrui. Et dans ce cas-là, je l'ai dit tout à l'heure, ça peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Mais ce qu'il faut surtout relever, c'est que depuis 2002, la Cour de cassation a posé un principe fondamental qui est le suivant. En vertu du contrat de travail qui lie un employeur à son salarié, l'employeur est tenu, à l'égard de son salarié, à une obligation de sécurité de résultat. Obligation de sécurité de résultat, ce qui clairement signifie que l'employeur est obligé et contraint de faire en sorte que son salarié ne soit pas ni malade ni accidenté au travail.
Et si le salarié est atteint d'une pathologie par exemple, eh bien beaucoup plus facilement qu'avant, on va pouvoir rechercher la responsabilité de l'employeur. C'est une véritable révolution, hein, cette obligation de résultat. Elle a traversé tout le champ du droit social et elle est maintenant le fondement essentiel de la mise en cause de la responsabilité de beaucoup d'entreprises, à la fois d'ailleurs devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, mais également devant le conseil des prud'hommes et d'ailleurs également devant les juridictions administratives. Donc vous voyez, on a connu en 2002 une véritable révolution. Et cette révolution, elle n'est pas tombée du ciel, c'est les conséquences d'une attente très forte de la société pour que, effectivement, la santé au travail soit sauvegardée. Il faut savoir que le taux accident du travail et maladie professionnelle, c'est un taux qui est calculé par les caisses, les CARSAT, ou en région parisienne, la Caisse régionale d'assurance maladie. Bon. Il faut savoir que seules les entreprises financent le risque professionnel. Bon. Et le taux accident du travail, alors ça dépend de l'effectif de l'entreprise, mais lorsque l'entreprise est une entreprise importante, ce taux accident du travail est fonction du nombre et de la gravité des accidents du travail et des maladies professionnelles qui surviennent durant une certaine période. Autrement dit, dans une entreprise, plus on a d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, plus exactement, plus les arrêts de travail imputables, notamment à cette maladie professionnelle, sont longs, plus les frais médicaux qu'on va dépenser pour soigner le salarié, et plus les taux d'incapacité, donc qui correspondent à la réduction de capacité de travail d'un salarié, sont élevés, plus ce taux accident du travail va augmenter, et le taux AT-MP, il est inclus dans les charges sociales. Et donc plus les charges sociales vont augmenter. D'ailleurs, c'est directement fait exprès, puisque après-guerre, lorsqu'on a mis à plat le système, on a voulu faire le lien entre le financement et la prévention. Lorsque l'on ne fait pas de prévention, on a nécessairement plus d'atteinte à la santé, on paye plus cher. Lorsque l'on fait de la prévention, on a nécessairement moins d'atteinte à la santé, on paye moins cher. On voit bien qu'on a voulu sensibiliser les employeurs à la prévention des risques professionnels, j'allais dire par le portefeuille, et donc un taux accident du travail, ça peut coûter très cher, renchérir considérablement le coût du travail, puisque les charges sociales augmentent, et ça peut même parfois mener les entreprises à cesser toute activité, puisque dans ce cas-là, il n'y a plus aucun intérêt, les marges sont réduites, et ça peut se transformer en catastrophe financière. Les principes généraux de prévention, c'est quelque chose d'extrêmement important. Bon, faut savoir que le principe en matière de santé au travail, c'est que la responsabilité repose sur les épaules de l'employeur. Et l'employeur est tenu de protéger la santé physique et mentale de ses salariés. La logique d'ailleurs milite dans ce sens, puisque c'est l'employeur qui a le pouvoir économique, qui a le pouvoir disciplinaire, c'est lui qui organise le travail, et donc c'est sur lui que pose la responsabilité. Et alors en chapeau de la 4e partie du Code du travail, celle qui traite de santé au travail, existe ce qui s'appelle les principes généraux de prévention, qui sont finalement un peu les 10 commandements de l'employeur. Schématiquement, qu'est-ce qu'on attend d'un employeur? Eh bien l'employeur, lorsqu'il confie un travail à quelqu'un, doit, avant le début du travail, identifier tous les risques auxquels l'opérateur va être confronté. Première étape. Deuxième étape, on lui demande de supprimer, une fois qu'il a identifié tous les risques qu'il peut supprimer. Et puis, troisième étape derrière, il y a les risques que l'on ne peut pas supprimer. Ça, c'est très important. On ne peut pas supprimer tous les risques professionnels. Il faut bien produire des richesses, il faut bien travailler. Il faut parfois mettre en œuvre des produits qui peuvent être dangereux. Donc, il y a des risques que l'on ne peut pas supprimer. Alors, si on ne peut pas les supprimer, c'est l'étape supplémentaire. On peut parfois les réduire, les limiter un peu, les raboter un petit peu. Et puis, dernière étape, il y a le noyau dur du risque, on ne peut pas le supprimer, on ne peut plus le réduire, il faut le prendre, il faut y aller. Eh bien, on demande à l'employeur de mettre en face de ce risque résiduel les mesures de sécurité adaptées. Et ces mesures de sécurité, quand on va au fond des choses, elles n'ont pas finalement pour objectif de rendre l'accident impossible. Elles ont pour objectif de rendre l'accident le moins vraisemblable possible et le moins grave possible si malheureusement il survenait. C'est ça, les principes généraux de prévention, et ces principes pèsent sur l'employeur. Et alors, en matière de santé au travail, l'employeur doit s'adosser à son service de santé au travail, au médecin du travail, dont le rôle est de conseiller l'employeur
et de conseiller les salariés. Il doit être à équidistance entre l'employeur et les salariés. C'est le sachant, c'est le spécialiste, hein, c'est l'homme qui sait, qui connaît les problématiques de santé au travail, c'est un médecin. Et c'est toute la difficulté d'ailleurs, et le rôle très important du médecin du travail, c'est d'être le conseiller et du salarié et de l'employeur dans le but de préserver la santé au travail et de respecter effectivement les principes généraux de prévention. La responsabilité du médecin du travail. Le médecin du travail, il est médecin du travail et il est également évidemment médecin. Bon. Donc déjà fondamentalement, il est clair qu'en sa qualité de médecin, en cas d'erreur de diagnostic, le médecin du travail pourrait engager sa responsabilité personnelle. Ceci dit, tout ce qui touche au fonctionnement d'un service de santé au travail, notamment par exemple la régularité des visites médicales, c'est de la responsabilité de l'employeur. La responsabilité du médecin du travail n'est qu'une responsabilité très subsidiaire par rapport à celle absolument fondamentale de l'employeur qui a la charge, qui a la responsabilité de faire respecter, en s'appuyant sur le médecin du travail, effectivement, l'hygiène, la santé, la sécurité dans son entreprise. Alors, est-ce que des médecins du travail ont déjà été poursuivis? Ça peut arriver. Bon, on a par exemple, dans l'affaire dite de l'amiante, quelques médecins du travail qui pour l'instant sont mis en examen au titre des délits d'homicide, de blessures involontaires, de non-assistance à personne en péril, pour avoir, en tous les cas, au niveau de la mise en examen, ne pas avoir fait leur travail de signalement, de ne pas avoir attiré l'attention de certains employeurs sur la catastrophe sanitaire qui s'annonçait, de ne pas avoir averti les salariés des risques et de ne pas leur avoir proposé, en tous les cas, des solutions pour se protéger. On a quelques médecins du travail actuellement mis en examen, sauf quelques vaccinations rendues obligatoires par le Code de la santé publique. La vaccination est par principe facultative. Autrement dit, on ne peut pas imposer à un salarié une vaccination. Alors, on a la chance depuis quelques années d'avoir un avis du Conseil supérieur d'hygiène publique qui donne des indications au médecin du travail et qui lui suggère au médecin du travail de proposer la vaccination dans un certain nombre de situations, et ça revient d'ailleurs on revient sur les principes généraux de prévention, autrement dit, lorsque un salarié est manifestement exposé au risque, lorsque cette exposition est documentée, lorsque d'autres salariés ont déjà éventuellement révélé des pathologies sur ces postes de travail, et notamment d'ailleurs lorsque un salarié exerce une activité prévue par le tableau de maladie professionnelle, le médecin du travail dans cette hypothèse-là doit proposer, ou peut proposer en tous les cas une vaccination. Ce qui signifie qu'à contrario, si on était confronté à un salarié manifestement exposé au risque, à un poste documenté comme exposant, avec une exposition spécifique, personnalisée, et que le médecin du travail ne proposerait pas dans cette hypothèse de vaccination, ou ne suggérerait pas à l'employeur également de recommander la vaccination, on pourrait imaginer que ça puisse être considéré, notamment si les conséquences sont graves, que ça puisse être considéré comme une négligence de la part du médecin du travail et que ça puisse, le cas échéant, engager sa responsabilité pénale, notamment au titre des délits d'homicide ou de blessure involontaire. Ça pourrait, dans certaines situations, être considéré comme une faute caractérisée du médecin, une faute lourde du médecin du travail. Voilà, donc c'est ce qu'on peut dire, mais bon, malgré tout, je répète que c'est l'employeur qui est en première ligne en matière de santé au travail, et que le médecin du travail est le conseiller de l'employeur et du salarié. Il lui appartient de donner à l'employeur les informations médicales permettant à l'employeur de prendre les décisions qui s'imposent pour protéger la santé de ses salariés. Alors, de façon pratique, imaginons un salarié qui développe une pathologie liée à la leptospirose. Première situation, le salarié, on lui a proposé la vaccination, il l'a refusée. Il tombe malade, sa maladie sera professionnelle, ça restera une maladie professionnelle. Par contre, il aura du mal, a priori, à démontrer et l'éventuelle faute inexcusable de son employeur, mais évidemment, à condition
que l'employeur justifie avoir pris des mesures collectives, individuelles de prévention, de protection. Si l'employeur a fourni des EPI, dans ce cas-là, le salarié, s'il a refusé la vaccination, aura du mal à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur et donc à obtenir des dommages et intérêts complémentaires à la reconnaissance de sa maladie professionnelle. Deuxième hypothèse, l'employeur refuse la vaccination, refuse explicitement la vaccination. Dans ce cas, l'employeur a du souci à se faire, car si le salarié tombe malade, ce sera une maladie professionnelle évidemment, mais dans cette hypothèse, beaucoup plus facilement que dans la situation précédente, le salarié va pouvoir invoquer la faute inexcusable de son employeur en lui reprochant précisément, alors même que le médecin du travail avait éventuellement suggéré la vaccination, eh bien que l'employeur ait refusé cette vaccination, ce sera probablement considéré comme une faute inexcusable de l'employeur et ça va avoir des conséquences financières importantes puisque l'employeur devra payer les dommages et intérêts. Puis troisième hypothèse, le médecin du travail ne propose pas la vaccination alors même qu'on serait dans une situation dans laquelle la vaccination aurait dû être proposée si l'on suit l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique. Bon, dans cette hypothèse, le salarié, ce sera une maladie professionnelle pour lui, et probablement qu'il pourra là aussi, engager à l'encontre de l'employeur une procédure en faute inexcusable de l'employeur. Puisque dans ce cas-là, le médecin du travail, qui est quand même un préposé de l'employeur, engagerait par ricochet la responsabilité de son entreprise, et alors peut-être que l'employeur, par contre, derrière, serait habilité à faire des reproches à son médecin du travail qui, alors même qu'on rentrerait dans les prévisions du Conseil supérieur d'hygiène publique, eh bien le médecin du travail n'aurait pas suggéré cette vaccination. Là, il pourrait y avoir un éventuel contentieux entre l'employeur et son médecin du travail. Et évidemment, on ne rentre pas dans le champ du droit de la sécurité sociale. Il n'y aura pas de maladie professionnelle, il n'y aura pas de faute inexcusable de l'employeur possible. Par contre, le salarié pourrait, le cas échéant, engager une procédure devant le Conseil des prud'hommes en reprochant à l'employeur de ne pas avoir respecté son obligation de sécurité de résultat. Alors, il y a également, toujours sur le même fondement d'ailleurs, une procédure qui n'est pas encore totalement stabilisée, avec une jurisprudence qui flotte encore un peu. Le salarié pourrait, lorsqu'il est manifestement exposé au risque, demander devant le Conseil des prud'hommes la condamnation de son employeur au titre du préjudice d'anxiété. C'est un préjudice qui a été inventé par la Cour de cassation au mois de mai 2010, alors à l'occasion de l'affaire dite de l'amiante, mais qui pourrait être transposé à des situations d'exposition au risque avérées. Et donc, même si le salarié ne développe pas une pathologie, il pourrait démontrer qu'il a été contaminé sans pour autant que la maladie apparaisse, et donc réclamer la réparation de son préjudice d'anxiété, qui est un préjudice d'inquiétude, d'angoisse. Le salarié n'est pas malade, mais il a de bons motifs de craindre de développer une pathologie, et il pourrait, on va voir ce que la jurisprudence va en faire dans les années qui viennent, demander donc la réparation de son préjudice d'anxiété. S'il tombe malade, eh bien, ce sera une maladie professionnelle, et l'employeur financera par son taux accident du travail les conséquences de la reconnaissance de cette maladie professionnelle. Il faut savoir que si la victime, si le malade a au moins 40% d'incapacité ou plus, ça coûtera à l'employeur, actuellement, ça coûte sur le compte employeur 480 000 euros. Et donc, voilà ce que l'employeur devra payer quand bien même son salarié refuse la vaccination. J'ajoute que même dans cette hypothèse-là, l'employeur aura intérêt à pouvoir démontrer qu'il a bien fourni à son salarié des équipements de protection collectifs ou individuels, sinon il risquera quand même une procédure en faute inexcusable de l'employeur, même si le salarié, je le répète, a refusé la vaccination.